Dans le Hawaï traditionnel d'avant la colonisation, on vouait un vrai culte aux organes génitaux, à tel point qu'à la naissance d'un individu, il recevait un prénom et son sexe en recevait un autre. Il y avait d'ailleurs un vocabulaire d'une richesse incroyable en hawaïen traditionnel pour parler juste de sexualité. Aussi, on traitait les parties intimes de chacun avec grand soin. On allait jusqu'à pratiquer certaines formes de médecine esthétique traditionnelle pour remodeler les organes génitaux pour qu'ils aient de 1 une esthétique parfaite et que de 2 ils puissent procurer un maximum de plaisir. Les anciennes de chaque société donnaient des cours d'éducation sexuelle poussés aux enfants et comme on est dans le Pacifique où le concept de généalogie est capital, on va clairement distinguer la sexualité pour le plaisir et la sexualité pour la reproduction. À Hawaï, il y avait donc une vraie culture du cul depuis la nuit des temps qui a complètement disparu lorsque les colons sont arrivés et ont commencé à refiler des MST dans tous les sens aux locaux. Et là, la sexualité a commencé à être synonyme de problèmes de santé, voire de mort, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, et ces conceptions idylliques hawaïennes du sexe ont alors disparu. Sur une petite île au nord de l'Irlande, on va à l'inverse rencontrer une des sociétés les plus répressives jamais découvertes en matière de sexualité. On se lave tout habillé, on fait l'amour uniquement pour la reproduction et aussi encore tout habillé et en plus dans le noir. Il est aussi fort probable qu'aucune femme de cette société n'ait jamais connu l'orgasme à tel point que c'est un mot qui n'existe même pas dans le vocabulaire courant. Et la démographie de l'île n'a jamais vraiment bien tenu la route parce que comme on ne sait rien quant à la sexualité et qu'on ne communique pas dessus, du coup même pour la reproduction, personne ne sait vraiment comment s'y prendre. À Samoa, avoir des rapports sexuels, ça n'engage en rien. En fait, on s'en fout un petit peu de la sexualité là-bas, rien n'est interdit et rien n'est non plus officiellement accepté. Le mariage, ce n'est pas une échéance inexorable, le célibat, ce n'est pas un échec, l'impuissance et la frigidité, ce sont des concepts qui n'existent pas, tout comme la jalousie ou la passion. L'adultère n'est pas vraiment sanctionné, le divorce, c'est ok, la puberté, c'est pas une période de tourmente ou de tension. Bref, la sexualité à Samoa, ce n'est pas vraiment un enjeu majeur. Mais la sexualité, c'est quand même une pratique tellement capitale dans le règne de l'humanité qu'elle a même un impact sur la biodiversité. La mode est à la recherche de performance et donc à la recherche d'aphrodisiaques, comme par exemple les ailerons de requin, certaines plantes rares ou encore les cornes de rhinocéros. Et c'est tellement une affaire mondiale d'État, le cul, que depuis que les cornes de rhinocéros sont un aphrodisiaque à la mode, les chiffres du braconnage de rhinos ont explosé. On est passé d'une dizaine de rhinocéros tués par an à plus de 600 en moins d'une dizaine d'années. Il y a carrément des attaques menées dans des musées pour braquer des cornes de squelettes de rhinocéros. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de l'essence de l'humanité, de la primordialité de l'existence, du centre de tous les intérêts, de la quintessence de la vie. On va parler de sexualité. Lorsqu'on parle d'ethnologie, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que être un humain, qu'est-ce que la nature humaine. Et a priori, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur Terre qui n'ont couché avec un autre au moins une fois dans leur vie. On peut donc dire qu'il s'agit d'une pratique commune à toute l'humanité et on va donc essayer de la définir. Parce que en fait, la sexualité, c'est pas du tout une simple affaire de vie privée et c'est carrément une grande question de société. Du coup, si on veut dire ce qu'est la sexualité, on pourrait dire déjà que c'est l'activité génitale. Mais en fait, la sexualité, ça se confond aussi avec l'affection, l'amour, etc. Ça renvoie à l'érotisme, la séduction, la sensualité, le plaisir, etc. Et définir ce qu'est la sexualité à l'échelle de toute l'humanité, c'est mission impossible. Jusqu'à très récemment, toutes les études concernant la sexualité ne relevaient que de la biologie ou de la médecine. On expliquait la sexualité par la volonté de reproduction, c'est Darwin, par le renouvellement des générations, Jonas, par la recherche de l'être optimal, Schopenhauer, ou par la création de plaisirs qui consolideraient le couple et donc la famille et donc le clan Abel et Bustoptep. Toutes ces explications sont des explications dites fonctionnalistes, c'est-à-dire qu'elles cherchent une fonction à la sexualité. Et en sciences sociales particulièrement, dès qu'on parle de sexualité, on parle de filiation, de parenté.
parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre de la discipline. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur les liens de parenté, je vous la mets ici. Et donc l'étude de la filiation de la parenté, ça nous mène à la théorie universelle de l'humanité qui est la prohibition de l'inceste selon Lévi-Strauss. To marry out or to be killed out de Taylor, c'est le principe fondateur des sociétés. D'ailleurs, dans toutes les sociétés, il existe une ou plusieurs théories qui expliquent ce qu'est un enfant et la manière dont on le fait. Mais là, je parle pas de biologie, genre quel machin doit rentrer dans quel truc. Je parle de culture. L'idée, c'est d'expliquer comment on fabrique quelqu'un culturellement. Par exemple, chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, l'enfant serait fait du sperme de l'homme et la femme donc est considérée comme un pur réceptacle. Allez voir ma vidéo sur les hommes crocodiles pour en savoir plus. On est donc dans une société patrilinéaire où donc ce sont les hommes qui donnent la filiation. Sur les îles Trobriand, on rencontre plutôt des sociétés matrilinéaires, donc où les enfants appartiennent au clan de la mère et au clan de leur famille maternelle. Et dans ces sociétés-là, on considère qu'un enfant naît de la rencontre entre un esprit venu d'un site sacré qui se serait implanté dans l'utérus d'une mère pour pouvoir devenir un embryon. Le père donc dans cette vision-là de la vie n'est pas un concepteur, par contre il est un élément nourricier. Son sperme sert à nourrir le fœtus pour l'aider à grandir, mais c'est la mère qui crée l'enfant, à l'inverse de chez les Barouya. On est donc déjà sur un premier palier qui permettrait de comprendre nos comportements sexuels. Parce que du coup chez les Barouya, la femme c'est berk berk berk, et une autre position que le missionnaire c'est no way, alors que sur les îles Trobriand, en début de grossesse, on va avoir énormément de rapports sexuels entre conjoints. S'il est aussi difficile de comprendre la sexualité des êtres humains, c'est aussi parce que quand même, c'est vraiment une pratique unique. Le rapport qu'on a à la sexualité nous différencie de tous les autres primates qui vivent en société. Notre sexualité, la sexualité des humains, elle est caractérisée par un phénomène unique qu'on n'observe nulle part ailleurs. C'est le phénomène de la généralisation de la sexualité. C'est-à-dire, notre sexualité n'est pas soumise au rythme de la nature. Chez les autres primates qui vivent en société, il y a des saisons des amours, des saisons de calme, des saisons de séduction, de reproduction, des saisons de jeux sexuels, et chez nous, pas du tout. Cela fait des millénaires que notre sexualité n'est plus concernée par les cycles de reproduction naturelle. Selon certaines théories, ça serait lié à la cérébralisation de nos fonctions physiques que nous opérons depuis donc des millions d'années, et du coup ça serait lié au fait que notre sexualité fonctionne beaucoup plus grâce aux fantasmes que grâce aux stimuli réels. Le truc, c'est que malgré tout ça, on n'explique pas vraiment pourquoi les aborigènes Walibiri du nord de l'Australie se serrent la teub pour se dire bonjour, ni pourquoi les pharaons se masturbaient dans le Nil, ou encore pourquoi les Américains du Midwest pratiquent le pony play et harnachent leurs partenaires comme un attelage. Effectivement, les êtres humains ne couchent pas n'importe comment, n'importe où et sans considération pour l'objet du rapport. La sexualité, en fait, elle a un sens qui se révèle à travers des lieux, des objets, des moments, des styles même. Genre, les positions sexuelles qu'on observe aux îles Trobriand ou en Polynésie sont inimaginables pour les Amérindiens Moaves ou les Sédangs du Vietnam. Et aussi, par exemple, le fait de s'embrasser, qui pour nous est super normal, ça n'existe pas dans beaucoup de sociétés traditionnelles. La sexualité, en fait, elle réunit les enjeux de la reproduction biologique, mais surtout de la reproduction sociale. Donc forcément, on va rencontrer des règles qui définissent les rapports entre les sexes. Et en fait, ça c'est un truc qui est très intéressant avec la sexualité, c'est que c'est quand même la pratique privée intime la plus institutionnalisée qui existe. On retrouve dans tous les textes de loi du monde entier des législations quant à l'âge légal du mariage, quant aux gens avec qui on a le droit d'avoir des rapports ou pas, quant à l'avortement, à la polygamie, à la majorité sexuelle et ainsi de suite, et aucune de ces lois n'est la même d'un pays à l'autre. En Turquie, la majorité sexuelle est à 12 ans, en Indonésie à 19 ans. Mais en fait, on peut quand même observer que la sexualité et la culture sont indissociables et qu'il y a un lien immédiat entre l'invention de l'identité sexuelle et les significations possibles qu'on peut avoir de la sexualité. Parce que déjà en matière de sexualité, il faut comprendre que l'acquis précède toujours l'inné. C'est-à-dire que spontanément, naturellement, sans éducation, sans société qui modélise notre pensée,
on n'est pas trop sûr de est-ce qu'on aurait vraiment un rapport à la sexualité. Dans le livre Les Grecs ont-ils cru à leur mythe de Veyne, dont je vous ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, l'auteur nous démontre notamment que chez les Grecs, les concepts d'homosexualité et d'hétérosexualité, ça n'existe pas. Ce sont des termes que nous utilisons pour qualifier la sexualité des Grecs parce que ce sont des concepts que nous avons dans nos catégories de pensée. Alors que pour les Grecs, tout ce qui existe, ce sont les concepts de passif et d'actif, et ce peu importe l'âge, le sexe ou le genre. Autre petit fun fact, lorsqu'on parlait de libertinage à l'Antiquité, on parlait du fait d'avoir des rapports sexuels avant la tombée de la nuit, et pas du tout du nombre de partenaires. La notion de sexualité et celle du rapport entre les sexes n'a effectivement absolument rien de naturel. C'est quelque chose d'inventé en fonction d'une représentation qu'on a de l'homme grâce à un univers de croyances, notamment grâce à une cosmologie et une cosmogonie. En plus, la sexualité, c'est le site privilégié de la domination et de la soumission, et c'est vraiment dans la sexualité que la réalité sociale s'exprime. Et puis, dans nos sociétés globalisées, on nous fait croire que la sexualité s'est refoulée dans le monde du non-dit et que c'est tabou et que c'est de l'inexprimable. La vérité, c'est que les actes sexuels s'étalent de partout sous nos yeux, en images, en mots, en symboles, dans tous les médias, dans la littérature, dans la pub, dans la musique, à la télévision, on parle continuellement de sexualité. Et je dis bien de sexualité, qui est donc un acte culturel, et non pas de sexe, qui serait le pendant naturel, mais qui finalement ne nous concerne pas vraiment. Faire du sexe ainsi et pas autrement, ça a clairement un sens. Et ça exprime comment les sexes se considèrent entre eux, leur rapport de domination, d'échange, etc. La conception hédoniste voudrait nous faire penser que la sexualité c'est la recherche du plaisir. La conception hygiéniste que c'est un moyen de libérer les tensions. Selon la pensée instrumentale et fonctionnelle, il s'agirait de permettre au groupe de se reproduire. Mais en fait, aucune de ces conceptions n'est vraie. Il s'agit simplement d'orientations possibles qui ne représentent rien d'autre que des créations culturelles. Donc en fait, on en revient à ce qu'on dit depuis le début de cette chaîne. Il serait bon de réaliser à quel point nous sommes modelés par nos sociétés, déterminés par nos sociétés, et que nous n'avons pas vraiment d'instincts animaux, ou en tout cas que la sexualité, ce n'en est pas un. La sexualité, c'est là où s'exercent le plus les normes et les contraintes que nous avons intériorisées. Il faut comprendre que la normalité, qui évoque donc le couple, qu'il soit temporaire ou stable, idéalement hétéro, mais homo c'est quand même correct, finalement en fait c'est juste ça qui va définir ce qu'on va trouver marginal ou scandaleux. Mais pour un barouilla, c'est s'embrasser qui est dégueulasse, et à ses yeux, on est tous des déviants. Encore une fois, tout est finalement une question de point de vue, et ce point de vue, on ne peut pas le changer. On ne l'a pas choisi, on est né avec dans la société qui nous a éduqués. Et en fait c'est pas grave, mais c'est pas mal de s'en rendre compte.